Avec le beau temps, on vend des diabolos menthe, des diabolos citron, on vend des vitelles, on vend des jus de fruits. Mais enfin, quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Mettez un verre, vive la bière. Il y a 40 ans, la télévision n'avait aucun complexe en matière d'alcool. Elle pouvait allègrement vanter les simples fonctions désaltérantes de la bière, surtout les jours de canicule. Les gens du Nord ne manqueront pas de leur breuvage préféré. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même 6 bonnes chopes et de quoi se désaltérer dans une journée. Et puis, pourquoi s'en priver, puisque c'est nous-mêmes, ici dans le Nord, qui la fabriquons, et on en fabrique beaucoup. Ici, nous faisons 1 200 000 hectolitres, c'est-à-dire nous faisons environ 25% de la production du Nord, qui est de 5 millions d'hectolitres. 5 millions d'hectolitres, ça représente combien par personne, ça? Environ 120 litres pour le Nord et Pas-de-Calais. Donc chaque habitant du Nord boit 120 litres de bière par an. Bébé compris. Bébé compris. Allez, allô, hein. Santé, hein. Santé, hein. Aïe, 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 ça va faire du bien, ça. Aujourd'hui, parler de bière est plus compliqué. Elle est toujours bonne et fraîche. Il faut du recul, de la science, de l'analyse. En fait, c'est un exercice assez ludique, finalement, mais pertinent dans sa finalité. On va essayer de mettre en éveil tous nos sens. Alors, vous allez voir, hein, quelque chose que vous n'aurez sans doute jamais vu. On va d'abord l'écouter, la bière. On va écouter la pétillance. Donc, les petites bulles, en fait, qui sont au fond du verre, qui vont remonter, éclater à la surface. Et donc, plus la bulle sera audible, plus on va s'attendre à une bière assez forte, assez puissante. Moins on l'entendra, plus il faudra prêter l'oreille, plus on aura une bulle fine, plus on sera sur une bière plus légère et sans doute plus fine et plus aromatique. Et moins amère. On a la puissance du corps, donc on peut s'attendre à une bière assez forte. La petite note de levure vient s'expliquer, le caramel revient en fait à la commissure des lèvres, donc on est sur une bière a priori assez sucrée. Et on a une amertume qui est un peu cachée par un corps très puissant et qui s'exprime très lentement. Voilà donc que la bière se met à causer aussi savant que le vin. Il y a 40 ans, elle n'en avait pas besoin. Il y avait dans le Nord des centaines de brasseries qui n'avaient pas d'efforts à faire pour écouler leur production. Pousse la porte. Ouais. C'était un autre temps que les crises ont balayé et qui ont permis à d'énormes groupes d'avaler toutes les brasseries du Nord, ou presque. Bon, ça pousse ici. Ben oui, mais avant, ça poussait pas comme ça. Il n'y avait pas toute cette herbe, il n'y avait pas tout ça. Et tu le sais bien, d'ailleurs, il y a même des carreaux cassés. Ouais, bah ouais. Là, bon, il va falloir faire quelque chose. Une dizaine à peine ont survécu, de justesse parfois, comme la brasserie Le Perse à Annelin. Voilà, alors là, c'était la cave avec les cuves. Et les cuves, on les a sorties. Et ensuite, les chaudières, bah ça... D'ailleurs, je me demande toujours comment elles sont rentrées, parce que... Ben, ça a été construit plus autour des chaudières qu'autre chose, en fait. Hein. Ça a été plus construit autour. Au temps de sa splendeur, la brasserie faisait vivre 25 ouvriers. La famille était à l'aise et tout le bourg d'Annelin venait se ravitailler ici. Alors ici, c'était le groupe d'embouteillage. Ouais. Tout ça. Alors vous voyez comment c'était quand même assez vétuste. C'était surtout les bâtiments qui étaient vétustes. Petit à petit, c'est devenu de plus en plus difficile et compliqué. Les supermarchés ont été submergés de bières bon marché en canettes. La brasserie Le Perse a survécu en s'accrochant aux bières de garde et aux bouteilles. Charles Le Perse, le petit-fils, a repris l'entreprise familiale, mais il a dû la déménager à 20 km de là, à la Chapelle d'Armentières. Ce qui a été le plus fastidieux, c'est bien sûr le déménagement des chaudières. Et ça, bah, Charles a participé pour pas mal. Hein, Oui, le groupe d'embouteillage aussi. On a essayé de récupérer, j'ai essayé de récupérer la plupart des choses qui avaient de la valeur, on va dire, sentimentale. Maintenant, oui.
Je vous disais tout à l'heure, il y avait une richesse ici industrielle, parce qu'on avait des choses très anciennes. On avait, je dis, surtout des très beaux engrenages sous la cuve matière. Il y avait pas mal de choses. On a dû, hélas, envoyer pas mal de choses intéressantes à la casse parce qu'on ne pouvait pas tout garder. En tout cas, ça mériterait quand même une petite mise au propre ici, hein, parce que c'est... ça mérite maintenant les bulldozers et tout. C'est hélas, triste, hein. mais bon. Ouais, c'est ça. Un petit souvenir. Au départ, c'était un poids quand même, parce que j'ai quand même engagé ma propre responsabilité sur le devenir de la brasserie. Quand je suis parti d'Annelin, j'ai eu même presque pas mal de reproches. Ouais, le fils le perce, il déménage, il va jamais s'en sortir, il fait n'importe quoi, et ainsi de suite. Enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et puis c'est vrai que finalement, ils n'avaient pas forcément tort. C'était un pari qui était quand même vachement risqué, mais il fallait le faire. La nouvelle brasserie Le Perce est toute proche de l'autoroute. Elle est moins jolie que l'ancienne, mais nettement plus rationnelle. L'héritage familial a survécu, derrière sa marque Amiral, l'Angélus. Il y a aussi le côté sentimental de la chose. Au final, quand tu commences à travailler plusieurs années dans la brasserie de ton papa, grand-père, arrière-grand-père et ainsi de suite, on se dit, mince, si j'arrête, il n'y a plus de brasserie. Et la brasserie historique familiale, eh ben, elle restera sur un papier, dans un bouquin ou je ne sais où, ou peut-être disparaîtra complètement. Donc voilà, j'avais vraiment envie, moi, d'apporter ma pierre à l'édifice. Elle est pas mal, hein. Voilà, c'est la bière avant filtration définitive, hein, sur la droite. Donc ça va être pas mal. Le client va être content. Et donc là, on a 3000 litres à passer, hein. 3600. Un peu plus loin, au cœur du bassin minier, il y a une autre brasserie qui résiste encore et toujours aux grosses multinationales. À Bénifontaine, la brasserie Castelin est aux mains de la même famille depuis 1963. Et comme Jeanlin, Troismont ou Goudal, elle a réussi à négocier le virage des années 70 en pariant sur le retour du goût. À l'époque, les bières étaient plutôt des bières, on va dire, assez légères en alcool et en goût aussi. On était sur des bières qui faisaient 4,5 degrés. Et avec la ch'ti, on a sorti une bière qui faisait 6,5 degrés. Alors l'alcool est un support de goût. Ça permet d'avoir des bières qui ont plus de caractère, qui ont plus de force et qui sont différentes des autres bières. C'est comme ça qu'on a progressé, qu'on a pu développer, on va dire, la ch'ti. Mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit grâce, on va dire, à des consommateurs qui ont trouvé que cette bière était intéressante et qui en ont parlé autour d'eux. Et ça a fait un effet boule de neige. Annick Castelin est aujourd'hui à la barre d'une entreprise prospère, toujours familiale. Bonjour Jean-François, ça va? Bon. Voilà. Ça va, ça se passe bien ce matin? Oui, tu t'es embêté avec là-bas une panne à la... Oui, Nico, il m'a dit qu'on avait été en panne. Un jour, son neveu lui succédera peut-être à la tête de cette belle PME qui produit tous les ans 50 000 hectolitres de ch'ti, maltaise ou Jeanne. Bonjour Rodrigue. Ça va bien? Ouais, ça va. Chez les Castelin, pas question d'oublier d'où on vient. Je suis arrivée ici, j'ai vu ces cuves que vous avez derrière moi. Quand on brasse, il y a une odeur qui est extraordinaire, l'odeur des céréales, l'odeur du malt. Et moi, j'avais l'impression que c'était un peu l'ovomaltine. Vous savez, à l'époque, il y avait de l'ovomaltine, il y a cette odeur de malt. Et je trouvais ça extraordinaire, quoi. Voir ce liquide qui bouillait, qui avait cette odeur, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est un magnifique métier, c'est un très très beau métier. Ici, on se sent toujours artisan. La chaîne d'embouteillage est ultra moderne, mais les bières qui en sortent ont toujours un petit côté fait main, ce qui plaît beaucoup aux amateurs avisés.
mais qui ne permettra jamais à cette brasserie d'entrer dans la catégorie des géants. Il y a une formule qui dit on est un gros poisson dans la mare et un tout petit poisson dans la mer. Effectivement, actuellement, il y a beaucoup de microbrasseries qui se créent avec des personnes qui font des beaux produits. Je les admire profondément. Et après, le marché de la bière, il est aussi fait avec des entreprises qui sont des entreprises multinationales et qui représentent finalement 90 à 95% du volume consommé. Donc nous, on a plutôt l'impression d'être un tout petit poisson dans la mer, quoi. Cette mer, cet océan, ce sont les nordistes, toujours fins amateurs de bière. 90 litres par an et par habitant, bébé compris, dont une bonne part engloutie pendant la grande braderie à Lille. Ces jours-là, comme toujours, ce qui parle le plus, c'est le tout venant, le bon marché, l'industriel. Les brasseurs locaux, petits et grands, ont encore un peu de mal à se faufiler vers cette foule de gosiers assoiffés. Mais tous les ans, ils grappillent quelque part de marché. On a un patrimoine et on a une richesse gustative qui est extrêmement impressionnante. Même sur les brasseries, on dit brasserie du Nord, par exemple, on va se dire c'est un même type de bière. C'est tout sauf vrai. Il y a cette richesse, cette diversité, ce savoir-faire où chacun, finalement, il met sa patte et produit une bière très différente, que ce soit dans l'Avesnois ou sur la Côte d'Opale. Du coup, les choses sont en train de changer. Il y a toujours des bières pour l'abrutissement de masse, mais il y a aussi de plus en plus de bières nettement plus chic. Deux nordistes l'ont bien compris. Franck Di Gregorio et Anthony D'Orazio ont ouvert voici plus de 10 ans l'Abbaye des Saveurs, un des premiers magasins de bière de la région en plein Vieux-Lille. On y trouve désormais plus de 350 références différentes. L'idée sur le papier, c'était de proposer des bières spéciales, artisanales, promouvoir les bières régionales, ce qui nous correspondait bien aussi, parce que c'était l'idée de promouvoir des artisans du Nord-Pas-de-Calais, on trouvait ça cohérent, quoi. Donc ici, c'est uniquement le meuble des bières Nord-Pas-de-Calais. Bah voilà, c'était justement ce qu'on Voilà, voulait. donc il y a blonde plutôt. Blonde, ouais. Vous voulez quelque chose de... Des petites brasseries. Petite brasserie, ouais. Très connu, quoi. Avec de l'amertume ou pas trop d'amertume Pas trop d'amertume. Pas trop d'amertume, ouais. Donc là, vous avez la brasserie Cambier, donc, qui fait toute la gamme Mongy. C'est la dernière brasserie créée dans la région, ça a 3 mois d'existence. On sentait qu'il y avait vraiment la place pour un magasin comme nous, il y avait de la demande. Beaucoup de clients se sentaient lassés de ce qu'ils trouvaient en grande surface, ils n'avaient pas forcément d'alternative. Pour ça, on répondait à un vrai besoin. Et surtout le conseil aussi, puisque les personnes qui viennent chez nous viennent aussi pour être aiguillées et avoir un conseil. Voilà, j'aime bien telle bière, je voudrais changer un peu dans le même style, qu'est-ce que vous avez? Donc nous, on est là vraiment pour apporter ce conseil aux clients. Bah, celle-ci, ouais, et celle-ci en plus, on l'a fait en pression à notre bar. D'accord. Et elle marche vraiment bien, quoi. Elle a vraiment une belle longueur, une belle amertume. Ok, je vais la prendre. Et voilà, donc 14,70. Ce n'est pas forcément donné, mais la boutique tourne à fond entre touristes, étudiants et visiteurs du Nord ou habitants du quartier. Ceux-là viennent chercher ici ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, des bières rares et de belles tenues qui deviennent de plus en plus tendance. L'offensive des microbrasseurs est partie de cette petite ferme des Flandres françaises, posée au milieu d'anciennes terres à houblon, à 2 pas d'une Belgique encore solidement enracinée dans la culture de la bière. Daniel Thirier, ancien DRH d'un gros groupe de distribution, a décidé de retourner à la terre, ou plutôt à la bière, à un moment où en France, elle n'était pas vraiment en forme. Oui, un truc qu'on me colle souvent, enfin, c'est plus très positif, c'est pionnier. Hein, souvent, je suis pionnier. Bon, moi, j'avais déjà un petit peu brassé dans ma cuisine quand j'étais étudiant, enfin, à Paris, donc je dois être un des tout premiers brasseurs amateurs en France, je sais pas. Enfin bon, j'avais un petit peu touché à ça, j'aimais la bière, comme quelqu'un qui est né à Lille, qui a grandi à Lille, voilà, avec la braderie, tout ça.
Et puis, je considérais qu'il y avait une anomalie entre cette histoire de la bière, ce goût pour la bière qu'ont les gens du Nord, et puis ce qu'on trouvait dans les supermarchés, enfin dans l'offre en fait, qui était quand même encore presque que les grandes marques, etc. Bon alors, donc ça m'a semblé un peu... Enfin, je pensais que ça ne durerait pas. Et puis j'ai vu à l'étranger les premières microbrasseries naître. Et voilà, je me suis dit, voilà, à un moment donné, ça a fait tilt. Alors, vous pouvez tout goûter, en sachant que j'ai en pression, c'est de l'ambré d'Esquelbec, là-bas, 5,8, et la québécoise, 5,5. Et les autres, je les ai en bouteille. Les amateurs se sont passés le mot. Sa petite brasserie a rapidement trouvé un rythme de croisière. L'idée était excellente, elle s'est aussi révélée contagieuse. La nouvelle culture aussi des nouveaux brasseurs, c'est beaucoup d'échanges. Hein. C'est, je dirais, l'histoire des secrets de famille, tout ça, c'est complètement fini. Hein. On publie nos recettes, elles sont presque en libre accès, on communique, on brasse ensemble. Voilà, donc c'est une culture de l'échange, un peu une culture Internet, quoi, hein, dans l'esprit, open source. Voilà, ça me convient super bien, quoi. Donc l'ambré, alors l'ambré c'est la deuxième bière qui a été brassée ici, donc après la blonde, donc quasiment depuis l'origine. Là on reste dans le style un peu bière de garde, hein, de la région, avec quand même un taux d'alcool plutôt plus bas, on est à 5,8. Alors il y a toujours un peu d'amertume, parce que moi c'est le goût que j'aime d'abord, et puis c'est le goût de la bière l'amertume, parce que c'est le goût du houblon. C'est le goût de la vie aussi. Moi je fais ce que j'ai envie de faire, et les modes et tout ça m'intéressent pas, enfin... Ce qui est bien quand on est petit, c'est qu'on peut se permettre ça. En fait, je ne fais pas d'études de marché. Hein, je ne cherche pas à savoir ce que les gens ont envie de consommer. Je fais ce que j'aime en essayant de le faire bien. Et je me dis qu'il y a bien d'autres gens qui auront les mêmes goûts que moi. Enfin, voilà, il y aura suffisamment d'amateurs. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre 1 million de consommateurs. Hein. Voilà, bah, allez-y, servez-vous. Bon, bah, santé. Hein. Santé. Bah oui. On est encore qu'au tout début, quoi. Hein, on est plutôt à la traîne, il faut le dire clairement. La place des bières artisanales, ou même des bières régionales, hein, ayant pas du tout ce qu'elles devraient être, quoi. Faites le tour de la Grand Place à Lille, par exemple. Bon, il y a encore une prédominance totale des grandes marques internationales, des grands groupes. Alors à la fois, c'est bien, ça veut dire que l'avenir est devant nous. Bon, des fois, c'est un peu frustrant de voir que on vend des fûts dans le monde entier. On peut trouver ma bière en pression là, à 10 000 km d'ici, mais pas dans mon village. Bon, ça, c'est un peu frustrant, quoi. Il y a 30 ou 40 ans, on a arrêté de servir de la bière dans les cantines scolaires du Nord-Pas-de-Calais. Les brasseries ont fermé les unes après les autres et les champs de houblon ont progressivement disparu des paysages. Mais aujourd'hui, le houblon repart à l'assaut des nuages. J'ai une exploitation de 7 hectares de houblon que je cultive toujours depuis que je suis installé. Dans le temps, mes parents avaient 11 hectares. Et avec la crise du houblon en 85, on a arrêté un peu la production. Donc on a diminué, j'ai diminué jusqu'à 3 hectares et demi. Et aujourd'hui, on est en phase remontante. Donc on replante un peu de houblonnières parce que la demande elle a explosé par rapport à toutes les petites brasseries, petites et moyennes brasseries. Les plus grands moments de la culture du houblon, c'est le départ, c'est-à-dire la pose des fils tuteurs, un rang d'échafaudage fixé en bord, et puis l'enroulage où on met 3 pouces par tuteur. Pour le houblon, l'idéal, c'est d'avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Et c'est un peu le savoir-faire du planteur qui fait qu'on arrive à faire du houblon ou pas, quoi. Ensuite, on surveille la plantation jusqu'au septembre. Donc au mois de juillet, on a la floraison. Et au mois d'août, on a la cônaison. On a l'apparition des cônes. Les cônes, c'est comme des petites pommes de pin. Et à l'intérieur des pétales, on retrouve la lupuline. Et c'est ça qui sert à faire la bière. Et donc, dans les variétés de houblon, on a 2 grandes familles. On a les houblons amérisants et les houblons aromatiques. Golding, Cascade,
ou encore Challenger. 10 variétés sont désormais cultivées et récoltées au sein de la coopérative dont s'occupe Yvon Pruvot. Yvon est un vrai flamand. Il connaît le houblon par cœur et ses produits séduisent désormais tous les brasseurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a failli disparaître et on a bien fait de rester parce qu'on est un peu récompensé aussi du renouveau de la production et puis on se sent valorisé aussi par les brasseries. C'est quand même une passion et si on peut en vivre, c'est encore mieux. Regarde, t'as quelle variété là? Golding, ça. Golding? Des Golding. Aussi beau que l'année dernière ou... Ouais. Ça va aller? Ouais. Le brasseur Vincent Bogart adore venir se fournir ici. Ok, d'accord. Et là, cette semaine, avec le soleil qu'ils annoncent, ça va aller quand même? Ouais. En 1 heure de route à peine, il peut trouver ce qui fera le goût et le caractère de ses bières. Il les brasse ici, à Aix-Noulette, une petite commune du bassin minier. Avec ses 2 associés, il a créé il y a une dizaine d'années la brasserie Saint-Germain, qui produit la Page 24, une référence chez les amateurs de bière, même si finalement, elle est faite un peu comme toutes les autres. Donc pour faire une bière, en fait, il faut de l'eau, du malt. Le malt, en fait, c'est de l'orge sélectionné par les brasseurs. Nous, on va le récupérer une fois travaillé, on va le concasser grossièrement avec de l'eau, surtout. Et puis ensuite, on va en extraire le mou. Le mou sera mis en ébullition avec du houblon. Et ensuite, on mettra des levures sélectionnées. Les levures qui vont travailler sur ces sucres pour transformer en alcool et en gaz carbonique. Voilà. C'est notre savoir-faire, en fait. Ça fait partie du process. D'une brasserie à l'autre, on a chacun un peu notre profil, même si des fois on fait un peu des ovnis au niveau fabrication, mais on a chacun notre profil. Et là, la passion du brasseur et son savoir-faire et son matériel vont intervenir aussi beaucoup. La passion et les goûts. Vincent autrefois était charcutier. Avec ses copains associés, ils ont eu envie de fabriquer leur propre bière. Ils l'ont créée à leur image, ferme, chaleureuse, et ça a marché. Au début, il fallait tout créer. On ne pouvait pas se baser sur des plus grosses brasseries. C'était complètement ridicule d'essayer de se copier par rapport à ça. Et puis, l'engouement a fait que, et le fait que on bougeait beaucoup, on faisait pas mal de foires, de salons. On s'est beaucoup fait connaître au niveau de la région. Et puis, la bière plaisait aux gens. Donc, ça a grandi. Aujourd'hui, on est presque 9 à travailler. Il y aura bientôt un 10e emploi. Donc, voilà, on essaie de bouger, quoi. Parce qu'aujourd'hui, notre petite entreprise commence à s'exporter en Angleterre, aux États-Unis, en Norvège, au Danemark, Italie. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui a très vite plu aux consommateurs régionaux, c'est que sa bière s'est positionnée en produit du terroir. C'était incompréhensible pour nous de ne pas travailler les houblons des Flandres, ça c'était important. Les maltes, à l'époque c'était un peu plus facile pour en trouver, maintenant ça le redevient au niveau régional. Et puis marquer notre empreinte par des bières qui nous plaisaient, hein, on en trouvait, mais on voulait marquer vraiment notre empreinte régionale par ça en fait. C'est désormais une réussite, mais ils ont pris des risques et beaucoup investi. C'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. On ne se lance pas dans la bière comme ça. En disant tiens je claque du doigt et je vais faire ça, c'était ça ou autre chose quoi. Non, quand on veut faire de la bière, je pense qu'il y a un côté passion à avoir quoi. Que ça soit pour la fabriquer ou la vendre ou autre, hein, et je pense qu'on est meilleur quand on est passionné. À l'heure où la bière redevient tendance, on compte aujourd'hui plus d'une 40aine de brasseries dans la région. Ils s'en créent tous les ans, chacune avec son profil. Près d'Arras, à Gavrelle, Mathieu Glorian rêvait d'une bière fermière et écolo. Il l'a faite. Là, ce printemps, il n'est pas trop sec et puis il a été un peu froid jusqu'à maintenant, mais là, ça réchauffe bien, il ne fait pas trop sec, ça va pousser. Pour l'instant, il y a du potentiel. Alors ce champ, c'est une parcelle d'orge cultivée en agriculture biologique, de l'orge de rang printemps qui servira à faire de malt à la ferme et ensuite à brasser la bière. Notre bière fermière bio. L'objectif de cultiver l'orge, c'est d'assurer en fait, la fabrication d'un produit fermier
du champ à la chope, un produit dont on peut aux consommateurs prouver la traçabilité complète, quoi. Plus de 90% du malt que j'incorpore à ma bière, ça vient de Gavrelle, quoi. La production est encore embryonnaire et tout se fait à la main, ou presque. Mathieu n'est pas encore un artisan prospère, mais il sent qu'il est en train de trouver ses marques et c'est un passionné. Entre la production du malt et la dégustation de la bière faite avec, il s'écoule plus de 2 mois, quasiment 2 mois et demi ici. Donc déjà, il y a un certain temps d'attente, un certain temps d'excitation, de doute, lié au résultat final. Et puis après, d'un lot sur l'autre, aujourd'hui, je ne suis pas capable encore de répéter exactement le même résultat final, quoi, la même qualité de produit. Mes bières sont, par chance, généralement plutôt réussies. J'ai la clientèle qui revient, tout ça. Mais ça n'empêche que moi, je vois, puisque chaque produit, je le goûte, je vois l'évolution, je vois les différences. Et là, c'est là que ça devient passionnant, parce que comme la cuisine, dès qu'on fait varier un paramètre, ça change tout, quoi, dans le résultat final. Aujourd'hui, il y en a moins de 10 en France, des gens qui produisent leur orge, le transforment en malt et en font de la bière. Et pourtant, des viticulteurs qui cultivent leur raisin, le vendangent, le vinifient et vendent le vin, il y en a des milliers, quoi. Donc pourquoi pas... 375, c'est ça? Maintenant, un peu avec le recul, je trouve que c'est vrai que c'est simple, mais c'est comme pour faire du bon pain ou du bon fromage, en faire une fois. C'est très facile, tout le monde est capable de le faire, mais en faire régulièrement et en ayant un produit qui ressemble à l'autre d'une fois sur l'autre, là, ça devient compliqué. Là c'est une autre affaire, et là, c'est là que la professionnalisation, elle est nécessaire, quoi. C'est encore dur, son épinette n'en est qu'à ses débuts. Mais la mousse est pas mal. Tu verses ça bien, hein. Sa bière lui plaît, elle est joliment née et les clients commencent à trouver le chemin de la ferme. Allez, Chine, ça fait bonheur. S'il sait rester simple, Petit Brasseur deviendra grand. C'est moins snob quelque part. La bière, ça reste quelque chose de simple et d'accessible, ne serait-ce qu'au niveau financier. Et quand on connaît la filière, les producteurs, les brasseurs, sont des gens simples, qui partagent leur savoir-faire très facilement, même si des fois ils sont un peu secrets, mais ils ont ce plaisir-là à transmettre et à faire plaisir, ne serait-ce que dans la fabrication, mais aussi ensuite dans le mode de distribution. On se retrouve tous autour d'une bière, on passe un moment qui est forcément extrêmement chaleureux. Tout le monde en boit, il faut donc que quelques-uns en vendent. Et la passion de la bière se transforme alors en belle réussite. Jean-Luc Butet a créé il y a 20 ans sa société de distribution de bière. Mais cet entrepreneur rêvait d'aller plus loin et de créer aussi sa propre brasserie. Il a vite trouvé le bon endroit pour le faire. Bon bah donc là on est dans la cour de la brasserie historique de l'abbaye du Cateau, qui est l'ancienne brasserie Scalabrino, et c'est un lieu chargé d'histoire, puisque on est aussi sur le site d'une ancienne abbaye bénédictine qui a été créée en 1020. Et donc là, on est dans une magnifique cour, donc c'est là où démarre l'histoire. Donc on voit la brasserie, donc qui est une pièce quand même déjà de bâtiment assez exceptionnelle. C'était une brasserie-malterie. Donc la partie droite, c'est la malterie, avec justement cette tour de touraille qui ressemble un peu à un pigeonnier. Et après, il y a la partie vraiment industrielle brassicole, avec le côté cheminée. Jean-Luc a loué l'ancienne brasserie du Cateau, racheté les bâtiments autour et investi des millions avant de pouvoir vraiment se lancer dans l'aventure. En 2004, on a fait les premiers brassins. Depuis 2004, maintenant, on essaie donc de progressivement, successivement, s'intéresser à chacun des bâtiments pour les restaurer. On est sur une pièce de patrimoine qui est exceptionnelle. On parle toujours du patrimoine brassicole du Nord, Pas-de-Calais, tout le monde en parle, etc. Mais on le voit où? C'est ici qu'on le voit, quoi. C'est ici qu'on le voit. Il y a eu des projets qui ont avorté de droite, de gauche, sur des cités impressionnantes de la brasserie. Mais le vrai patrimoine, une pièce de patrimoine exceptionnelle, on l'a là, on l'a ici. L'homme d'affaires a des ambitions qui vont bien au-delà de la commercialisation de ses bières. En bon entrepreneur, il a très vite compris le potentiel économique de ce beau patrimoine.
Pas question de régner en notable sur une belle usine, chaque morceau d'histoire peut servir son idée de l'avenir. Là, c'est la partie maison de maître, donc du maître brasseur. C'est une très très belle maison bourgeoise à l'intérieur. Et donc là, on est en train de restaurer, donc on va refaire complètement la verrière. Il est possible en fait que là, j'aurais bien voulu faire moi, un petit resto un peu gastro. Ça serait sympa là. Là, on a la plus belle vue sur la brasserie. C'est vraiment magnifique. Cela fait maintenant 10 ans que la brasserie historique du Cateau produit des vivates, des bières très réputées. 10 ans aussi qu'elle est totalement ouverte aux visiteurs. Il n'y a pas de secret, juste de magnifiques installations et des bons professionnels pour les faire tourner. Là, ça commence à... Gâteau au blanc amérisant. Caramis. On va tout de suite sentir un dégagement d'arôme. Là, tout de suite, c'est de la bonne cuisine, quoi. On fait de la bonne cuisine. Ouais, c'est une grosse casserole. Une grosse marmite. Mais voilà, la bière, c'est avant de devenir la bière, parce que là, on est toujours sur du mou. Hein, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. On fait de la cuisine. L'infusion du malt d'orge. Ici, on est un peu comme dans, comment dire, dans les grands vignobles. L'idée après, c'est maintenant qu'on a bien appris notre métier, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des bières qui vont être ciselées. On va essayer de faire la quintessence de la bière. Et on tombe à point nommé maintenant, parce que entre le moment où j'ai eu cette envie de faire cette brasserie et aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a appelé les craft beer et les craft breweries qui sont arrivés, principalement des États-Unis. Et là, c'est en train de frapper très fort la France là, depuis 2-3 ans. Et on est en plein dans cette effervescence, cette créativité dans la bière. Il surfe donc avec bonheur sur cette nouvelle tendance. Oui, ça c'est bien. Alors, cette mode des bières artisanales lui permet en outre de retrouver un vieil esprit, celui des guildes ou des confréries de brasseurs, soucieux de partage. C'est excellent. Bon, la grande mode actuellement, c'est d'associer des plats avec des bières. Voilà. Et donc nous, on décide de dédier un restaurant à nos bières, aux bières des brasseries nos collègues, et en même temps à cette association Bière Aimée, qui est très connue déjà dans le Nord, hein, les carbonades, etc. Mais après, on invite donc des brasseurs de brasseries régionales qui viennent, qui s'expriment, qui expliquent leur passion, leur métier, comment ils font leurs bières, pourquoi ils les font comme ça, et qui les font déguster. Et les dégustations de bière, ce n'est plus du tout ce qu'on imagine. C'est devenu chic, féminin et très cool. Au moins quand le club des buveuses de bière en talons aiguilles est à la manœuvre. Donc vous allez recevoir un petit verre à dégustation sur lequel je vous demanderai d'observer la bière qui vous est servie, de regarder sa couleur, sa brillance. Hein, c'est joli une bière, donc on l'admire, on la regarde. Ensuite de la sentir. Hein, d'essayer de vous mettre en tête toutes ces saveurs que vous pouvez percevoir, hein, d'échanger autour de la table avec les personnes qui sont proches de vous. Donc cette bière est la Vivat 10. C'est une bière qui est fabriquée à la brasserie du Cateau, à Le Cateau Cambrésis. Et on a décidé ce soir de la sortir avec un chocolat qui s'appelle Noix et Figue. Donc vous allez avoir en bouche vraiment ce chocolat sur la figue et la noix. Et vous allez ressentir un mariage vraiment qui va pousser la bière et qui va vraiment adoucir son côté charnu. Le but, c'est qu'on passe un moment convivial et qu'on arrive à faire découvrir aux gens présents qu'une bière, c'est pas simplement devant un match de foot à la télé. Et donc on a utilisé l'image de la femme, et le talon c'est très glamour, pour l'associer à la bière, marquer un peu la rupture et puis un peu la rendre accessible à tout le monde et aux femmes particulièrement. L'idée a plu, la formule est conviviale et très bon marché. 3 € pour une soirée simple et chaleureuse. Les réservations battent leur plein, les hommes sont évidemment bienvenus, mais ce soir ce sont les femmes qui jugent.
la façon dont elle sera servie. Le nez, ce que je vais ressentir en sentant, si ça va me donner envie d'aller plus loin ou pas. Et puis cette première gorgée qui valide ce que j'ai ressenti en la voyant et en la sentant, en la reniflant. Et la finalité, c'est ça, c'est quand on l'a avalé, on pose le verre. Et est-ce qu'on prend un bon moment? Est-ce qu'on a envie de la deuxième gorgée? Et voilà comment je vais l'analyser, voilà comment je vais prendre du plaisir à la déguster. Là, pour le coup, c'est parfait. C'est parfait parce que moi, ça vraiment... Elles reviendront pour boire du bon et le faire connaître. Mais toujours avec modération. Ce petit côté missionnaire se retrouve chez la plupart des nouveaux brasseurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Mathieu Le Sen et Olivier Dutoit font tout eux-mêmes, leur bière bien sûr, mais aussi sa mise en place. Pour eux, rien ne vaut un contact direct avec les clients, qui sont d'abord des copains. Salut Denis. Salut les gars. Tu poses ça où? Bonjour. On va ranger ça. Normal, la bière ils adorent. Ils sont tous tombés dedans quand ils étaient tout petits. C'est bien. Bon, on va se mettre hein, on va boire une bière quand même. Nous, la bière, elle a toujours été là. Nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, elles en faisaient dans leur lessiveuse. C'est fait partie de la vie des gens d'ici. Et d'ailleurs, un truc révélateur aussi, dans le Nord, le format bouteille le plus commun, c'est le 75 centilitres. C'est quand même la seule région de France où c'est comme ça. Pourquoi? Parce que là, 75, en général, on ne le boit pas tout seul. Parce que, justement, je pense que les gens du Nord ont l'habitude de partager une bière avec leurs voisins, leurs copains, le mec qui passe, le chauffeur, le facteur. Voilà, enfin, plus maintenant, mais dans le temps. Et c'est resté, c'est resté. Alors ils partagent. Aujourd'hui, soirée prestige dans un bar du Vieux-Lille, classé meilleur bar à bière de France par un grand site américain. Ils sont venus pour tester leurs nouveautés et ils sont attendus de pied ferme. Bonsoir à tous, alors Olivier, mon associé, Mathieu, la brasserie du Pays Flamand. Merci, on est content de vous voir ici. Est-ce que vous aimez la Nosteke? Bon, la Nosteke est revenue ici à la capsule. Ouais. Et en plus, on s'est amusé à la faire vieillir dans des fûts de Bourgogne blanc. Meursault, 12 mois. Voilà, fût de Meursault, 12 mois. C'est juste sympa. Forfait dégustation à 14 €, avec questions-réponses instantanées, dans une totale franchise et sans la moindre complaisance. Il y a manque d'écoute quand même, ouais. Ça manque d'écoute. Et alors, franchement, le nez. Déjà le nez. Alors, regarde, parlons démarrage. Le nez. J'aime le vin blanc. Ouais. J'aime les Bourgognes. Ouais. J'aime bien le nez, moi. Je reconnais le Bourgogne, je reconnais la minéralité dont je t'ai parlé tout à l'heure. D'accord, on est d'accord. Si et tu la retrouves pas en bouche, forcément? Ah si, je la retrouve. Mais justement, c'est un peu bizarre de retrouver un goût de vin blanc alors que je bois une bière. Ouais. C'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ça t'embête vraiment? En étant même clivant en fin de compte sur nos produits, on crée aussi l'événement entre guillemets en disant bah oui, moi j'aime bien ou moi j'aime pas. C'est jamais consensuel, moi j'aime moyen. On va jamais dire ça de la gamme Nosteke ou Huile de Léo, on va jamais dire ça, on va dire j'adore ou je déteste. Et ça c'est génial parce que les gens en discutent. Je pense qu'aussi les palais, on a aussi un rôle un petit peu éducatif par rapport à la bière qui est en train de monter, par rapport au monde du vin par exemple. Où effectivement dans le monde du vin il y a des œnologues, il y a toute cette partie dégustation qui est déjà bien en place. Nous on doit faire découvrir ça. Donc on a un rôle pédagogique aussi à ce niveau-là en disant bon bah voilà, tu vas boire une bière, il y a du houblon dedans, il y en a beaucoup, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça on est conscient de ça aussi, quoi. On a ce rôle-là à jouer. Tes référentiels doivent changer. Ah ouais. Tu vois? Et alors c'est compliqué parce qu'on a l'impression un petit peu de prêcher dans le désert en disant bah si c'est de la bière, justement nous on cherche ce côté floral, ce côté un peu Nous à notre niveau c'est vrai qu'on contribue aussi à l'évolution des mentalités, des goûts. Il y a plein de gens qui ont connu la capsule à l'ouverture, qui n'avaient aucune culture sur la bière et maintenant c'est devenu des geeks, quoi. Ils sont super pointus, ils sont à l'affût de la moindre nouveauté et c'est un peu grâce à nous aussi. La bière, les bières vont alimenter les discussions jusque très tard dans la nuit. À ce carrefour du Vieux-Lille, ce bar est presque devenu un lieu de culte.
La convivialité qu'il y a dans un bar à bière, désolé pour les amateurs de vin, mais il n'y a pas la même ambiance et la même chaleur humaine dans un bar à bière que dans un bar à vin. Ce que je constate, c'est mon avis, donc c'est totalement personnel. Et puis la passion aussi de ceux qui la fabriquent. L'humilité des gens, des brasseurs et de la filière donne envie en fait de rencontrer ces gens-là et de partager leur passion. Voilà, déjà les shorts de houblon sur la gauche. Hop là. Et nous voici arrivés à la ferme Brasserie Bec, premier arrêt de la journée. Nicolas Lessieux et Olivier Faure sont des petits malins. Ils ont eu la bonne idée de créer un circuit découverte des brasseurs du Nord, ravis de pouvoir ainsi faire connaître leur métier et leurs produits. Il y a quand même une odeur puissante. Hein. Beaucoup nous disaient justement, mais nous éventuellement on a la salle d'accueil, on a l'envie de le faire, mais il nous manque une personne qui prendrait 4 heures sur son samedi, 3 heures sur son jeudi, pour faire visiter. Donc qu'une structure extérieure avec laquelle on serait partenaire se propose de le faire pour nous, c'est entre guillemets du pain béni, quoi. Donc là où nous on craignait un tout petit peu un retour de brasseurs qui aurait pu dire ça nous intéresse pas, notre job c'est de faire de la bière, ça a été l'inverse exact, puisque à tout point de vue ils étaient intéressés par ce que nous on souhaitait faire chez eux. Du coup, cette bière, Du coup, tous les nouveaux brasseurs veulent faire partie des circuits proposés par leur société Échappée Bière. Les petits brasseurs n'ont pas toujours les moyens ou l'envie de se payer des pleines pages de pub, ni de répéter la même chose à longueur de journée. Fermenter, tout le monde sait ce que c'est transformer le sucre en deux choses, alcool et voilà, et gaz carbonique. Ok ? Alors évidemment, ça c'est pour l'aspect purement chimique. La levure a aussi une importance assez fondamentale sur le goût de la bière. Chaque brasserie en général a sa levure. Et certains disent même que la levure, c'est un peu la signature d'une brasserie. C'est ça qui donne un goût assez, finalement, impossible à copier d'une brasserie à l'autre. Disons que les gens qui viennent dans le Nord pour visiter le Nord, avant de faire un tour avec nous, ils vont visiter la Grand Place de Lille, ils vont visiter le Vieux-Lille, éventuellement le Louvre-Lens. Et après, quand il reste une activité un petit peu au choix, ils se disent « Tiens, la bière, j'en bois, j'aime ça, mais j'y connais rien, j'ai jamais visité de brasserie. » Ça m'intéresse, je suis curieux de le faire. Et puis en plus, la bière véhicule une idée d'authenticité, de convivialité que les gens aiment bien et qui colle vachement avec l'identité du Nord. Vous voyez dans le fond ici, vous avez une palle. Cette convivialité, c'est bien sûr dans les estaminets qu'elle est cultivée avec le plus d'attention. Autrefois, chaque village avait le sien, comme il avait sa brasserie. Le plaisir de la bière dans le Nord-Pas-de-Calais est encore souvent lié à ces établissements immémoriaux, aux plats simples et robustes, à l'ambiance chaleureuse, bien chauffée l'hiver, et parfois, quand le soleil veut bien s'y mettre, proposant en terrasse de solides encas bien arrosés. Au Baron, à Gussigny, dans l'Avesnois, Xavier Bayeux, petit-fils de brasseur, entretient une vieille tradition et propose sa propre cuvée, garantie fabriquée maison. Ici à Gussigny, il y a plein de jonquilles dans les vallées, dans les forêts, dans les bosquets. Et donc l'idée, c'était de faire une bière de printemps qui s'appelait la cuvée des jonquilles. Mon grand-père a pu récupérer pas mal de matériel, de la tuberie, de l'inox, plein de petites machines, pour fabriquer eux-mêmes leur propre brasserie, leur propre outil de production. Et voilà, là on repartait vers l'artisanal, les fermes brasseries de l'époque où on brassait dans tous les villages et chaque village avait sa bière. Et voilà, c'était ça le but. Voilà, et aussi un concept un peu qu'on pouvait encore retrouver à l'époque et qui existe toujours en Allemagne, le concept de Gastbrauerei, où c'est une auberge où on accueille les gens, une taverne et une brasserie. C'était un peu ça l'idée. On sait pourquoi ça fonctionne bien, donc on veut garder une image telle qu'elle est, rester en traditionnel et que les gens retrouvent toujours ce qui leur plaît ici. C'est aussi un peu chez eux aussi ici, ils aiment bien retrouver des habitudes. Joli cadre, ambiance paisible. À Gussigny, les choses ne changeront sans doute pas de sitôt. Mais ailleurs, on phosphore pour faire progresser l'union de la bière et des mets.
direction l'auberge du Vermont, à Boskep, en Flandre. Une institution décorée d'une belle étoile au Michelin, gérée par un autodidacte de génie, Florent Laden. Il aime construire ses menus autour des bières. Bonjour, tout va bien? C'était très bon. Vous connaissez la Hommelbier? C'est une bière qui est faite à Popringue, voilà, une blonde, belle, bien amère, une belle amertume. Celle-ci, c'est la même, sauf qu'elle est faite avec du houblon de Boskep, qui pousse à vol d'oiseau à 300 mètres là-bas, de l'autre côté du Mont Coquerel. On ne peut pas plus local. Bon, à tout à l'heure. Une table de 4 ou 2 x 2? C'est une table de 4. Je te suis. Voilà, une. Ok. S'il vous plaît. Moi, ici, c'est pas un restaurant, c'est une auberge. Et j'ai pas envie de vendre des quilles de vin à 200 balles. Alors qu'on peut s'éclater avec des bières que les bières les plus onéreuses, les plus dingues, coûteront juste le prix d'un bon vin. Et que moi, j'ai envie de me placer aussi sur un rapport qualité-prix. Les prix n'ont pas évolué depuis 3 ans et j'ai pas envie de les faire évoluer. Et la bière est une superbe alternative pour ça. Parce qu'on fait découvrir des produits d'exception qui, s'ils étaient juste du vin, seraient 10 fois plus chers. Je peux avoir l'huile, s'il te plaît? Merci. Ah voilà, ça commence à colorer. Ça va être bien, ça va être bien. Pour moi, la cuisine à la bière, c'est surtout la cuisine et l'accord à la bière. Moi, avec ma cuisine, ça va très bien parce que j'utilise l'amertume, par exemple, en cuisine. J'utilise pas mal d'acidité. J'utilise du fumé, du grillé. C'est des saveurs qu'on retrouve assez facilement dans la bière. Un accord, il y a 2 façons de faire un bon accord. Quand je vous parle d'un accord, c'est un accord mets et bière. Donc, l'assiette, le plat et la bière qu'on va servir avec. Soit on fait un accord en parallèle, on a un dessert acidulé, on va mettre une bière acidulée. Soit on fait un accord qui est plus perpendiculaire. Par exemple, vous mettez un stout sur des coquillages. Un stout, on a quelque chose d'assez grillé, maltais, un peu costaud. Les coquillages, c'est juste de l'iode, ce qui va quand même sur le papier, qui est à l'opposé du côté maltais, grillé, torréfié du stout. Eh ben non. Quand c'est accord perpendiculaire, on est au milieu, paf, ça match. Florent a bien besoin ici des connaissances et des 350 références des fondateurs de l'abbaye des saveurs. Échantillons et catalogues en main, il passe au moins une fois par mois à l'auberge du Vermont. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Salut Flo. Ça va? Ouais, toi? Superbe, superbe. Donc sur ton plat de chou-fleur, pot de poulet grillé, sauce tartare, donc la sauce tartare va apporter vraiment de l'acidité, t'as des capres, des choses comme ça dedans. Oui. T'as du pickles aussi. Ouais, on a un pickles chou-fleur, on a un vinaigre d'estragon maison. Donc ça va être un plat assez fort oui. en bouche, et donc la strafe sauvage, justement, wild, elle va venir en pleine face de ton plat pour apporter un peu d'amertume. Et aussi un côté acide dû aux levures sauvages, justement. Okay. Et là, ils ont fait une version, un one-shot avec des levures sauvages. Et donc, ça permet de te la faire découvrir aussi. Et puis, tes clients, quoi. On va goûter ça après. Je pense qu'on va faire tout le menu et après on va goûter, non? Ouais. Sinon... La bière, c'est clairement moins gain que le vin. C'est pas sacré. Et il faut pas que ça le devienne. Il faut que la bière reste... garde ce côté convivial, garde ce côté... entre guillemets facile, parce que moi je le vois hein, dans les établissements, quand on sert une bière, les gens mettent le nez dans le verre et disent « Ah, c'est marrant, ça sent la banane, ça sent... voilà. » Chose que très très peu de clients osent faire sur le vin. Le vin c'est sacré, on n'ose pas y toucher, on a peur de raconter des conneries. La bière, ça a un côté un peu plus léger et plus abordable, plus accessible. Donc les gens osent commenter, osent goûter et ouais, c'est plus cool. C'est chouette. Donc t'as l'amertume qui est apportée par le houblon en finale, mais en attaque t'as... Super. Sur la première entrée, sur poulet sauce tartare. Ouais.
Dans un verre de bière, dans 25 centilitres de bière, il n'y a pas simplement de l'eau, du malt d'orge, du houblon et de la levure. Il y a aussi, une nouvelle fois, une tradition, un savoir-faire qui se transmet. Enfin, il y a toute une histoire en fait. Et il y a aussi la grande histoire avec un grand H. Expliquer tout ça aux gens pour leur apprendre à mieux boire en fait. Voilà. Il y a quelque chose dans ce verre. Il y a une histoire, il y a un terroir, il y a une culture, il y a une passion, il y a des hommes, il y a des femmes. Des hommes, des femmes passionnés qui adorent se retrouver tous ensemble. Drôle de métier où la concurrence n'existe pas, ou si peu. Tous les ans, les fondateurs de Page 24, les créateurs des jolis bars de Lille, le pionnier Thirier, le producteur de malt bio, les brasseurs du pays flamand, les buveuses de bière en talons aiguilles, tout ce petit monde célèbre sa passion à la fin de l'été à Sainte-Marie-Capelle. Bonne dégustation. Voilà. Et voilà, bonne dégustation. Il y a toujours foule. Ils peuvent ainsi continuer à prêcher le bon, le goût et la tradition. Et cette idée de boire moins pour boire mieux. Voilà, monsieur. Merci, je vous remercie. La journée est longue là. Ouais, la journée est très longue. Très longue. Ça va. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on transforme nous-mêmes. Le tout sous l'œil bonhomme des confrères buveurs de bière, dignes héritiers des flamands et des géants qui ont semé ici il y a fort longtemps le goût des bonnes choses, du partage et de l'amitié.